Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et l'on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 168 du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule L'œil du coach avec Bruno Hobby dans laquelle nous allons traiter de la question posée par une auditrice en la personne de Maria Laura que je salue. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son interrogation. Bonjour Bruno et bonjour Sébastien, c'est Maria Laura. Tout d'abord, je vous remercie pour vos capsules L'œil du coach. Elles sont toujours très intéressantes. Ma question est la suivante. En quoi consiste la dérive cardiaque et est-il possible de l'éviter ? Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite une très belle journée à vous et à tous les runners et runneuses qui vous écoutent. Salut ! Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour échanger sur ces petites capsules L'œil du coach. Je te laisse donner ta réponse suite à cette question de Maria Laura sur cette dérive cardiaque. Salut Sébastien. Alors oui, la fréquence cardiaque, la dérive cardiaque, tout ce qui concerne le cœur, ce sont des sujets qui, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, qui tiennent à cœur aux coureurs, mais c'est vraiment quelque chose qui questionne les gens. Il y a une espèce de peur sur le cœur. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent mais si je force, est-ce que mon cœur va pas lâcher ? Et j'aime bien cette idée de dire que non, si on pousse le moteur d'une voiture au maximum, on va faire sauter les pistons, ça c'est sûr. La voiture n'a pas de frein, n'a pas de quelque chose de témoin qui va l'empêcher d'aller plus loin. Nous, il faut savoir que le corps humain est bien fait et à un moment, quand ça ne va plus, quand c'est trop difficile, bien avant que le cœur ait atteint ses limites, on s'arrête. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau coupe le moteur, on peut dire, et donc on peut rassurer nos auditeurs. On ne risque pas, sauf si le cœur est malade, sauf si on a des lésions, bien évidemment, qu'on ne connaît pas. Mais je n'ai jamais vu de coureur qui allait au-delà de leur limite cardiaque. Ça n'existe pas. Le corps est très bien fait. Donc la dérive cardiaque, en fait, c'est la fréquence cardiaque. C'est le reflet de l'intensité de l'exercice qu'on pratique. Plus l'exercice est intense et plus le cœur est sollicité parce que c'est le cœur qui est chargé d'assurer la circulation du sang. Le cœur, c'est comme une pompe. En fait, c'est une double pompe. Il va recevoir le sang qui est pauvre en oxygène, qui revient des organes qui l'ont utilisé. Il va l'envoyer vers les poumons pour qu'il se régénère. Et puis l'autre partie, le cœur gauche, lui, il reçoit le sang qui est riche en oxygène, et il va en provenance des poumons, il va l'envoyer vers les organes pour les approvisionner en oxygène, sachant que c'est cet oxygène qui est le comburant avec l'énergie, avec l'ATP, avec les glucides et les lipides pour produire de l'énergie. Donc plus on a besoin d'effectuer un effort important, et plus la fréquence cardiaque va augmenter. Donc la dérive cardiaque, le fait que le cœur batte de plus en plus vite, ça n'a rien d'inquiétant, c'est juste le reflet de l'activité physique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les sportifs, les médecins, les entraîneurs s'intéressent à cette fréquence cardiaque, puisqu'elle est le reflet de l'effort physique. Il faut savoir que grâce au cardiofréquencemètre, on a, sans que ce soit invasif, une vision quasiment instantanée de l'effort physique qu'on est en train de produire. Alors, avec quelques bémols, puisqu'il y a quand même pas mal de facteurs qui affectent la fréquence cardiaque. Déjà, il y a des facteurs personnels, l'âge, le sexe, l'hérédité. Et puis, il y a des facteurs qu'on peut appeler plus conjoncturels. Le niveau de forme, le stress, l'émotion, ce qu'on a mangé à midi, bien évidemment le tabac, si on a pris des médicaments, la chaleur, l'altitude, est-ce que c'est humide ou pas, la durée de l'effort, enfin bref, il y a pas mal de facteurs qui affectent la fréquence cardiaque. C'est pour ça que c'est une notion qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Néanmoins, c'est quand même un reflet assez précis quand même, sans être invasif, ce qu'on n'avait pas avant, de l'effort physique qu'on est en train de produire. Cette dérive cardiaque, comment on pourrait la définir ? C'est quelque chose qui va, comme son nom l'indique, dériver, s'écarter d'une moyenne au fur et à mesure que l'effort va, on va dire, durer dans le temps et
peut-être pas forcément dans l'intensité. On parle d'intensité constante avec une valeur cardiaque qui s'écarte petit à petit et qui augmente. Est-ce que c'est irrémédiable, cette dérive? Non, c'est pas irrémédiable. Donc en fait, parfois dans l'entraînement, dans certaines séances d'entraînement, on va rechercher cette dérive cardiaque. On va chercher à atteindre le plus haut niveau de fréquence cardiaque possible. Pourquoi? Parce que ce plus haut niveau de fréquence cardiaque possible, c'est le gage qu'on atteint le plus haut niveau de consommation d'oxygène possible, la fameuse VMA. La VMA, la puissance aérobie, c'est ça, c'est le moment où on atteint sa consommation maximale d'oxygène. Donc, quand on cherche à développer sa consommation maximale d'oxygène, quand on cherche à développer sa VMA, on va chercher à avoir la fréquence cardiaque la plus élevée possible et le plus longtemps possible. Donc, moi, quand j'observe une séance de VMA d'un athlète, je vais pas regarder s'il est à 150, 160, 190 ou 200, ça n'a pas d'intérêt puisque chacun est différent. L'intérêt, c'est de voir si, au fur et à mesure des répétitions de l'exercice, on arrive de plus en plus près de sa fréquence cardiaque maximale et si on l'atteint et si on la tient aussi le plus longtemps possible. Donc, en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une sinusoïde. Donc, c'est une courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend et qui dérive de plus en plus haut pour atteindre le plus tôt possible. Ça, c'est le but de l'entraîneur. Un plateau élevé qu'on va maintenir pour développer en fait cette capacité à consommer de l'oxygène. Donc la dérive cardiaque, ça peut être quelque chose de très positif quand on fait des séances de développement de la consommation maximale d'oxygène, de développement de la VMA. Donc ça, tout simplement, on regarde sa séance une fois rentré à la maison, on la débriefe et si, par exemple, sur une séance de fractionné avec 8-10 fractions, on observe cette montée progressive sur les pics, c'est plutôt bon signe, c'est preuve que le travail a été bien réalisé. Si on atteint plus rapidement le sommet et cette valeur maximale et qu'on arrive à tenir sur la séance, c'est preuve que l'athlète a bien couru. C'est exactement ça. Voilà, la forme de la courbe donne vraiment des indications. Donc plus on arrive tôt à une fréquence cardiaque élevée et plus on la maintient, mieux c'est. Donc on la maintient aussi, on en a déjà parlé, par l'intensité de la récupération entre les efforts. L'intensité de la récupération entre les efforts va permettre justement de conserver une fréquence cardiaque élevée. Les gens qui courent très vite en fractionné et qui derrière marchent ou prennent beaucoup de temps entre les récupérations vont avoir une courbe qui ne sera pas une sinusoïde, mais qui sera une courbe qui va monter, descendre, mais elle va descendre tellement bas qu'elle empêchera justement la remontée plus haut. Donc c'est important de bien paramétrer sa séance d'entraînement pour atteindre cette consommation maximale d'oxygène, cette fréquence cardiaque élevée le plus longtemps possible. Et à l'inverse, une courbe qui va monter très vite et qui va se mettre à redescendre, c'est l'indicateur. Donc moi, à distance, j'arrive à voir ça. Et on peut dire aux gens, mais là, t'es parti trop vite, tu t'es grillé, et puis regarde, la courbe, elle redescend ou elle monte plus, parce que tu t'es mis dans le rouge et tu as loupé ta séance. Tu n'as pas atteint tes objectifs puisque le but, c'était de solliciter ta consommation maximale d'oxygène. Voilà, donc c'est très important pour moi, dans l'analyse de la séance, de regarder la forme de la courbe. Sur une compétition, Bruno, comment tu l'analyserais, cette valeur cardiaque? Parce que là, on n'est plus sur l'alternance de temps rapide et de temps de récupération. Sur un 10 km ou sur un semi-marathon, quelle allure va prendre cette courbe? Ça va monter très vite au départ et après, ça se stabilise ou ça continue à monter toujours un petit peu? En fait, ça va monter très progressivement. C'est vraiment une courbe qui est très linéaire, très droite. Enfin linéaire, elle est progressive, hein, ça va vraiment monter très progressivement pour atteindre ensuite un espèce. Alors tout dépend du type d'effort qu'on fait. Est-ce qu'on fait un 5 km, un 10, un marathon? Sur un marathon, on va jamais atteindre sa fréquence cardiaque maximale, même sur un 10 km, on n'est jamais à 100% de sa vitesse, mais la courbe va monter très régulièrement, puis elle va atteindre un espèce de plateau, et là elle va continuer sur une intensité cardiaque qui est quasiment la même pendant tout le temps. Donc une courbe qui est assez lissée en fait, très progressive et assez lissée. Mais à l'inverse de la séance de puissance aérobie, donc la séance de VMA, il y a la séance spécifique, la séance où on va développer l'efficience, donc le rendement du coureur. On va chercher à rendre le coureur le plus économique possible dans sa course. Là, ce qu'on va chercher, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'encéphalogramme plat. Plus je vois de dérives dans les séances spécifiques des athlètes, plus je peux leur dire qu'ils ne sont pas adaptés
à la vitesse de leur objectif, à condition qu'ils respectent à l'entraînement la vitesse de leur objectif. On est d'accord, hein. Donc voilà. Et au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure des semaines, on voit que la courbe, quand l'adaptation se fait bien, la courbe s'aplatit de plus en plus. Et pour moi, la séance spécifique parfaite, c'est la courbe, c'est l'encéphalogramme plat, c'est la courbe qui est vraiment toute droite. Donc là, je peux faire le pari que le coureur est très adapté à cette vitesse et qu'il ne dépense pas d'énergie, il n'y a pas de dérive. Et là, on est vraiment dans l'efficience parfaite. Alors justement, tu me tends la perche, Bruno, avec ces indicateurs de la dérive cardiaque. Comment on peut l'interpréter? Donc tu viens de l'évoquer, l'efficience, c'est-à-dire qu'on peut contrôler grâce à cette fréquence cardiaque le coût énergétique. Si le coureur a une utilisation donc de sa consommation d'oxygène suffisante, mais pas trop importante pour l'empêcher de performer derrière, est-ce que l'on peut avoir d'autres indices de performance grâce à cette fréquence cardiaque? Écoute, non, là, j'en vois pas. Pour moi, c'est soit une courbe très plate qui va signifier que l'efficience est bonne, soit une sinusoïde qui est la plus élevée possible, signe qu'on a atteint le maximum de sa puissance aérobie. Alors il y a la troisième séance du trépied, performance égale puissance plus endurance plus efficience. Il y a l'endurance, donc l'endurance aérobie, la capacité à utiliser la plus grosse partie de sa VMA en fonction du temps d'effort que l'on vise. Là, on a une courbe un peu intermédiaire, c'est-à-dire que ce que je vais essayer de voir, ou ce qu'il serait bien de voir, c'est que les répétitions, la dérive cardiaque est constante durant la répétition. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir de 150, je dis un chiffre au hasard, et on va finir à 160. On va récupérer 1 minute et 2 minutes. On va repartir de 155 et on va arriver à 165. Donc, la deuxième courbe dérive aussi tout au long de l'effort, mais elle est un peu plus élevée. Et puis, la troisième, on va partir à 160 et on va finir à 170. Ces chiffres sont des exemples, bien sûr, mais comme on peut pas montrer de courbe pendant ce podcast, j'essaye d'illustrer le mieux possible. Donc là, on va avoir une espèce d'intermédiaire, une courbe qui va dériver continuellement dans la fraction d'effort et aussi continuellement tout au long de la séance. Et là, on peut être quasiment certain que la séance de MA, la séance d'endurance aérobie a été bien réalisée quand la dérive est constante, tant dans la fraction que tout au long de la séance. Est-ce que l'on peut rencontrer, Bruno, des facteurs qui vont être un petit peu extérieurs aux coureurs et qui vont accélérer ou augmenter cette dérive? Oui, bien sûr. J'en ai parlé au début. Je parlais de tous les facteurs qui affectent la fréquence cardiaque. Il y en a beaucoup. Notamment en compétition ou à l'entraînement. Là, on est bien placé pour s'en rendre compte en ce moment, puisqu'il fait chaud. La température a une influence importante sur la fréquence cardiaque et du coup l'hydratation va avoir une importance aussi. Il faut savoir que le corps humain n'est pas fait pour courir. Les animaux sont capables de courir très longtemps, très vite. L'être humain, il est pas forcément fait pour ça. Donc on a un système qui fonctionne pas très bien. J'ai pas fait mes révisions avant de venir, même si on est en période de bac, mais je crois que 75% de l'énergie produite est utilisée pour refroidir la machine. On a une machine qui nécessite beaucoup d'énergie pour être refroidie. Donc, quand il fait plus chaud, c'est encore plus difficile. Donc, ça affecte vraiment la fréquence cardiaque. Donc, importance de mesurer justement, grâce au cardiofréquence-mètre, l'impact de la chaleur ou de la déshydratation sur la fréquence cardiaque. Il y a aussi quelque chose qui est assez remarquable dans le sens où justement on va vraiment remarquer ça. C'est tout ce qui est lié au stress et aux émotions. Un athlète s'entraîne à vitesse spécifique, la vitesse de son objectif à X pulsations, disons 160, et le jour de la course, il est à 165 ou à 170 tout le long sans ressentir plus de fatigue. Mais ça, c'est juste le stress, l'émotion qui font que l'athlète a pris 4 ou 5 pulsations juste par l'effet de l'environnement. Et là, de l'environnement plutôt émotionnel, pas de l'environnement d'un point de vue de la température. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de facteurs qui influencent. C'est pour ça que courir ou faire des plans d'entraînement en se basant exclusivement sur la fréquence cardiaque, pour moi, c'est quelque chose qui
qui n'est pas possible parce qu'il y a trop de facteurs qui influencent la fréquence cardiaque. Imaginez qu'il fasse très chaud, que vous soyez déshydraté, vous allez courir très lentement pour respecter votre fréquence cardiaque. Du coup, l'objectif physiologique, il n'est pas atteint. Donc, c'est pour ça que pour moi, la fréquence cardiaque, c'est vraiment un témoin de l'effort. C'est quelque chose qui va vraiment me renseigner sur la façon dont la séance est réalisée et si elle est réalisée bien ou mal. Mais ce n'est pas un outil qui va me servir à construire l'entraînement. Je vais vraiment plutôt me baser sur les allures. Et la fréquence n'est pas celle qui donne l'allure. Alors, tu avais un exemple d'un coureur qui, au-delà de X degrés, refusait de parcourir un marathon. C'était même dans son contrat, m'as-tu dit. Oui, c'est ça. Vincent Rousseau, grand coureur belge des années 90-2000. Je crois qu'il a dû faire 2h07 au marathon. Donc, Vincent Rousseau avait dans son contrat, s'il était précisé qu'au-delà, je crois que c'est 18 degrés, au-delà de 18 degrés, il ne prenait pas le départ d'un marathon. Donc son sponsor ne pouvait pas l'obliger, les organisateurs ne pouvaient pas l'obliger. Il signait le contrat et si le jour de la course il faisait 19 ou 20, il ne courait pas parce qu'il savait que sa capacité à s'adapter à la chaleur n'était pas optimale par rapport aux autres coureurs de haut niveau, puisqu'il était dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur coureur au monde. Donc il y a quand même des facteurs génétiques qui sont très importants. Moi, je peux courir quand il fait très chaud, ça ne me dérange pas. Je déteste le froid. Et à l'inverse, d'autres coureurs ne vont pas pouvoir courir quand les chaleurs sont trop importantes. Il y a quand même des facteurs génétiques qui sont très marquants. Merci Bruno pour tous ces conseils. On va pouvoir beaucoup plus facilement débriefer nos séances et notamment en fractionner, voir si elles sont bien réalisées avec ces sinusoïdes et prendre la règle ou l'équerre en fonction des séances. On verra comment on peut les interpréter. Merci Bruno. Avec plaisir. À bientôt Sébastien. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!